Perdu sur les sommets de Sulawesi, il existe un peuple pour qui la mort n'est pas un adieu, mais une conversation éternelle. Bienvenue en terre Toraja, à Rantepao. Ici, les maisons ressemblent à des navires célestes naviguant sur une mer de rizières et les falaises de roches abritent le regard fixe des ancêtres. Dans le paysage, les clochers d'église côtoient les toits pointus des Tankonon. C'est le visage unique des Toraja, une foi chrétienne qui s'entrelace avec l'Aluk Todolo, la loi des ancêtres. Dans cette vidéo, on vous emmène découvrir ces palais de bois sculptés et ces nécropoles mystiques. Préparez-vous à entrer dans un monde où l'architecture des vivants n'a qu'un seul but, honorer le voyage des morts. Commençons par parler de leurs maisons, qui sont assez incroyables. Pour la petite histoire, leurs ancêtres seraient arrivés par bateau depuis le nord. C'est pour ça que toutes les maisons sont orientées sur un axe nord-sud. Le nord, c'est le domaine des dieux et de la vie. Le sud, c'est celui des ancêtres et de la mort. Mais alors, pourquoi cette forme de toit si particulière ? En fait, il y a 3 façons de comprendre cette architecture. D'abord, pour l'histoire. La tradition raconte que les premiers ancêtres, arrivés par la mer, auraient retourné leur bateau pour s'abriter après une tempête. Cette forme incurvée est donc un hommage direct à leurs racines de navigateurs. C'est aussi un symbole de puissance. Le buffle étant l'animal sacré du clan, l'architecture imite la courbe de ses cornes pour placer la famille sous sa protection. Et enfin, c'est une véritable carte de l'univers. Les pilotis représentent le monde souterrain et le toit, le royaume des dieux. Et entre les deux, la maison sert de pont spirituel pour relier la terre aux divinités qui vivent là-haut, vers le nord. Il faut savoir qu'une maison, c'est entre 6 mois et 1 an de travail collectif. Et oui, on ne construit jamais ça tout seul. C'est un vrai effort communautaire. Tout commence en forêt pour choisir les bons arbres. On utilise le bois d'Urus, un cèdre local qui ne pourrit jamais. Et le truc fou, c'est qu'on n'utilise aucun clou dans les structures traditionnelles. Tout tient par un système d'emboîtement super précis. Pour le toit, traditionnellement, on utilise du bambou multicouche. Même si on voit parfois de la tôle aujourd'hui, la technique ancestrale du bambou fendu et empilé est géniale. Ça permet de garder une super ventilation à l'intérieur. Enfin, vient le moment de l'assemblage. Là, c'est carrément la fête au village. Tout le monde se rassemble pour aider à monter la structure dans une ambiance ultra conviviale. Comme vous pouvez le voir, ces maisons sont entièrement recouvertes de gravures colorées. Et ici, rien n'est laissé au hasard. C'est ce qu'on appelle le pasura, une véritable écriture sculptée à la main. Chaque motif raconte une histoire. On y retrouve souvent le soleil, symbole de puissance, le coq pour la justice, ou encore le buffle pour attirer la prospérité. Mais au-delà de la déco, ces gravures sont l'âme de la maison. Elles scellent l'unité de la famille et protègent la lignée. Même les couleurs ont un sens. On utilise uniquement 4 pigments naturels. Le noir pour la mort, le rouge et le jaune pour la vie et la bénédiction divine, et le blanc pour la pureté. Le tout est mélangé à du vinaigre de palme pour que ces œuvres d'art résistent au temps et aux éléments. Dans un village traditionnel, ce qu'on a sous les yeux, ce n'est pas juste une maison, c'est un duo indissociable.
Il y a en fait deux types de structures qui se complètent. D'abord, le Tongkonan, la maison. C'est le refuge de la lignée, le lien direct avec les ancêtres. On l'appelle aussi le symbole du père. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'intérieur est très petit et sombre. On est loin de la simple chambre à coucher. D'ailleurs, si vous visitez ces villages aujourd'hui, vous verrez qu'en entrant à l'intérieur, on y trouve souvent de l'artisanat, des morceaux de bois gravés et ces statues de Tao Tao, dont je vous expliquerai le rôle mystérieux un petit peu plus tard. Juste en face de la maison se dresse son double indispensable, la langue, le grenier à riz. Elle, c'est le symbole de la mer. On ne construit jamais l'un sans l'autre. Et ce qui est fascinant, c'est que si le riz est stocké bien au sec dans les hauteurs, c'est sur la plateforme du bas que tout se passe. C'est là que bat le cœur social du village. C'est ici qu'on échange, qu'on débat et qu'on tisse les liens de la communauté. Parlons un peu de toutes ces cornes de buffle sur les façades. Je suis sûre que vous vous demandez ce que ça peut bien signifier. Il faut savoir que le buffle est ultra important chez les Toraja. C'est l'animal sacré qui transporte l'âme vers le paradis. Et si le buffle est albinos, alors là, c'est le sommet de la richesse pour le clan. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Chaque corne fixée sur le pilier central représente un buffle sacrifié lors d'une cérémonie funéraire. On ne les achète jamais pour faire joli. Elles doivent absolument provenir d'une bête offerte lors d'un rite de passage. Plus la pile est haute, plus la famille a prouvé sa capacité à honorer ses morts et à nourrir la communauté. C'est un peu comme une archive visuelle de la puissance et de la générosité du clan. D'ailleurs, ce pilier central, c'est le plus sacré de la maison. Il soutient la structure, mais il a aussi un rôle spirituel. Plus on empile de cornes vers le haut, plus on facilite l'ascension du défunt vers l'au-delà. On dit que le buffle est la monture de l'âme. Alors forcément, plus il y a de buffles, plus le voyage vers le paradis est rapide. Vous verrez aussi des rangées de mâchoires de buffle et de porc. C'est subtil, mais il y a une différence. Les mâchoires sur les côtés, c'est pour prouver l'hospitalité. Ça montre la quantité de viande qui a été partagée avec les invités. Enfin, au-delà du prestige, ces cornes servent de talisman. Elles protègent la maison contre les mauvais esprits et gardent l'honneur de la famille. Manquer de respect à la maison, c'est s'attaquer directement à tous les ancêtres représentés par ces cornes. Ici, on ne construit pas pour soi, on construit pour ses ancêtres et pour ceux qui viendront après. Après la maison des vivants, il faut qu'on parle du voyage des morts. Parce que chez les Toraja, c'est là que tout prend une dimension incroyable. On commence notre immersion dans les rites funéraires par Kalimbang Bori. Ce lieu est fascinant parce qu'il regroupe des dizaines de monolithes, ces immenses pierres dressées qu'on appelle des menhirs. Mais attention, on ne dresse pas une pierre pour n'importe qui. C'est un honneur réservé à la haute noblesse. Pour chaque pierre que vous voyez ici, un immense sacrifice de buffle a eu lieu. Plus la pierre est haute, plus le rang social de la personne était élevé. C'est un peu comme un livre d'histoire à ciel ouvert où chaque monolithe marque l'importance d'une lignée. En levant les yeux vers les parois rocheuses, on commence à voir les premiers cercueils nichés dans la pierre. C'est ce qu'on appelle les sépultures suspendues. Mais pourquoi s'épuiser à creuser la roche à la main ? C'est avant tout pour protéger les défunts, en plaçant les cercueils dans ces niches scellées par des petites portes en bois. On place ces défunts le plus haut possible pour deux raisons. D'abord, pour les protéger des animaux et des pilleurs, mais surtout pour que leur âme soit déjà à mi-chemin vers le paradis, pour être plus près du ciel et donc des divinités. Plus on est noble, plus on est enterré haut pour se rapprocher du ciel.
On trouve aussi des fosses communautaires directement dans la pierre, de grandes cavités où les familles regroupent les membres d'une même lignée. Et si vous voyez des ossements au pied des parois, c'est le cycle du temps. Quand les cercueils centenaires finissent par tomber, les ancêtres sont rassemblés ici. Voir un crâne n'est pas un tabou, c'est le signe d'une lignée qui reste présente parmi les vivants. On découvre aussi une facette très émouvante de la culture Toraja, les arbres à bébés. Pour les tout petits qui n'avaient pas encore de dents, les parents choisissaient un arbre spécial dont la sève ressemble au lait maternel. L'idée, c'est que l'enfant ne meurt pas vraiment. Il est réabsorbé par la nature et continue de grandir à travers l'arbre. C'est une vision de la mort pleine de douceur. En quittant les pierres de Bori, on se retrouve face à un spectacle encore plus vertigineux, les mots. C'est ici qu'on comprend vraiment ce que signifie vivre avec ses morts. Regardez cette falaise, elle est entièrement sculptée à la main. On y voit des dizaines de balcons en bois où sont alignés des statues. Ce sont les fameux Tao Tao, les doubles spirituels des défunts. Juste au pied de ces falaises, vous remarquerez peut-être de petites maisons Toraja miniatures. Ce sont des saringan, les litières traditionnelles qui ont servi à transporter le cercueil à dos d'homme jusqu'ici. Une fois que le défunt est déposé dans sa dernière demeure, on laisse ces structures sur place comme un dernier témoignage du voyage physique qui s'achève. Pour vraiment prendre la mesure de tout ça, il faut se rendre à Londa. C'est une immense cave naturelle creusée dans une paroi rocheuse qui sert de nécropole depuis des siècles. Le plus spectaculaire à Londa, ce sont ces cercueils en forme de bateau ou de buffle, suspendus par des poutres en bois à plusieurs mètres de hauteur. Certains sont là depuis des centaines d'années. C'est un lieu qui impose le silence, où l'on comprend enfin que chez les Toraja, la mort n'est pas une fin, mais juste un long voyage. Dès l'entrée, on est frappé par les Tao Tao, ces statues de bois sculptées à l'image des morts. Elles sont installées sur des balcons en hauteur, comme si elles gardaient l'entrée du temple et veillaient sur leurs descendants qui viennent leur rendre visite. Si vous vous demandez si chaque famille a sa statue sur le balcon, la réponse est non. Créer un Tao Tao, c'est un privilège extrêmement coûteux, réservé uniquement à la haute noblesse. Ce n'est pas seulement le prix du sculpteur qui compte, c'est surtout le rite qui va avec. Pour avoir le droit de sculpter un Tao Tao à l'effigie d'un mort, la famille doit sacrifier un nombre très élevé de buffles, souvent au moins 24. C'est donc une preuve ultime de puissance financière et sociale. Une famille modeste ne pourra jamais s'en offrir un. Même le matériau utilisé en dit long sur le rang social. Les plus riches utilisent du bois de jacquier, un bois très dur qui jaunit avec le temps, rappelant la couleur divine, et qui résiste super bien aux insectes. Plus la statue est fidèle aux traits du défunt, vêtements, bijoux, expressions, plus le travail de l'artisan a été long et cher. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Tao Tao ne sont jamais remplacés. Ils sont là pour l'éternité. Ils ne sont pas non plus jetés quand ils s'abîment. En pénétrant dans la grotte, l'ambiance devient plus lourde, plus fraîche. On y voit des crânes et des ossements entassés, parfois avec des cigarettes ou des offrandes posées à côté. Ça peut paraître étrange, mais pour les Toraja, le lien n'est jamais rompu. On continue de s'occuper de ses ancêtres comme s'ils étaient encore là. On finit par comprendre que chez les Toraja, la maison n'est pas qu'un toit
Et la mort n'est pas qu'une fin. Tout est lié par un fil invisible. L'honneur de la famille, le respect des ancêtres et ce lien indéfectible avec la terre. J'ai essayé de vous expliquer tout ça au mieux, mais c'est une culture d'une complexité incroyable. Les Toraja sont aujourd'hui majoritairement protestants, mais ils ont su préserver leurs rites ancestraux pour créer une identité unique au monde. Entre les symboles, les règles sociales et les croyances spirituelles, il y a énormément d'informations à intégrer et j'espère avoir réussi à vous transmettre l'essentiel de ce que nous avons appris. Mais pour que tout ce que je vous ai montré prenne vraiment son sens, pour comprendre d'où viennent ces buffles, cette richesse et cette ferveur, il faut plonger au cœur du moment le plus important de leur vie, les funérailles. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène avec nous pour une immersion totale. On va commencer par le marché aux buffles, où les prix s'envolent pour des bêtes sacrées. Et surtout, on a eu la chance incroyable d'avoir pu assister à une cérémonie funéraire durant 4 jours. Une expérience intense entre rituel et partage communautaire que nous avons hâte de vous partager. Allez, bye bye!